Les premiers festivals, au début des années 70, et la création en 1976 du CERMAC, Service municipal d'action culturelle, par le député-maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, sont des événements fondateurs d'un tout nouveau rapport à la culture à la Martinique. La départementalisation, voulue par Césaire et votée en 1946, c'est-à-dire 30 ans plus tôt, n'a pu empêcher la persistance du régime colonial dans les 4 départements d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Les années 1970 sont marquées par une montée de revendications indépendantistes nourries par les mouvements de décolonisation en Afrique et dans la Caraïbe, notamment par le modèle révolutionnaire cubain. 2011. Je revenais en Martinique après une dizaine d'années d'absence. Je découvrais une ville, Fort-de-France, en pleine transformation. Mais comme une combinaison inversement proportionnelle, tous les lieux d'expression et de création artistique que j'avais connus avaient disparu. Le CERMAC, qui avait ouvert la voie et jeté les bases du processus culturel en Martinique, semblait lui aussi en panne. L'effervescence et l'esprit qui présidait s'étaient envolés. La grande allée sous les tamariniers était désespérément vide. Une série d'événements qui font aujourd'hui partie de la mémoire collective martiniquaise vont conduire à la création du CERMAC. Les émeutes raciales de décembre 1959. La crise durera 3 jours et se terminera par la mort de 3 jeunes Martiniquais. La tension devient politique dans la nuit du 23 au 24 décembre 1962. Des affiches signées Lojam sont collées sur tous les bâtiments publics de l'île. La Martinique aux Martiniquais. Le conflit algérien vient tout juste de se terminer et le gouvernement crée le BUMIDOM et le SMA, service militaire adapté, en 1963 afin de désamorcer la crise sociale latente. La migration de milliers de personnes, souvent jeunes, permet de couper les mouvements indépendantistes de leur base supposée. Georges Pompidou, qui est président de la République française. Bon, il est un département français, on est là-dedans jusqu'au cou. 1970, il n'y a pratiquement qu'une seule ville importante qui est de gauche à la Martinique. La droite a toutes les villes. Il n'y a que Fort-de-France qui fait figure d'îlot de résistance. Le centre-ville de Fort-de-France était représenté par un élu, et cet élu était de l'autre côté, de l'autre bord politique, et du maire de Fort-de-France. Alors, on n'avait pas l'aval, même pas des commerçants de Fort-de-France pour mettre une petite affiche, même pas un flyer. C'était interdit. Évidemment, l'information, il n'y a qu'une station de radio, il n'y a pas de radio FM, ça n'existe pas à l'époque. Il y a une station de radio, c'est Radio Martinique, et il y a une station de télé en noir et blanc, une chaîne FR3, c'est même pas RFO, c'est FR3, France 3 Martinique. Et l'information est verrouillée. Et puis un quotidien, le redoutable France Antilles, où l'opposition, où les gens de gauche n'ont pas accès. C'était un combat de tous les jours. On faisait beaucoup d'ago. Hein. On allait nous présenter dans les villes dans les rues de Fort-de-France pour avertir qu'on faisait du spectacle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, approchez! Vous allez connaître Gisèle Salibert, la plus grande Gisèle de Bonaventure! Pour les petits valides. Mais pour tout ça, parce que t'es là, pas pour lui. Voyez cette ligne? Elle vous conduira tout droit sous le chapiteau ce soir. Sur le 3e rang se trouvera la femme qui changera votre vie. En 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, nous avons un certain nombre de peintres étrangers qui vont vers les États-Unis et l'Amérique latine, mais il y a un blocus. Ces artistes sont obligés de venir à la Martinique pour s'installer puisqu'ils peuvent aller aux États-Unis. Et intellectuels juifs qui vont rencontrer des jeunes Martiniquais, à cette époque, il y a toute une émulation, aussi bien au niveau avec la présence, par exemple, d'André Breton à la Martinique, la présence de Wilfredo Lam, la présence de la troupe de théâtre de Jean Jouvet. Il y a des journalistes du monde, il y a un certain nombre d'intellectuels, d'artistes de renom qui sont bloqués à la Martinique. Et là, ça crée une émulation au niveau des arts plastiques à la Martinique. Levez bonnet, levez.
pas de tambours, c'est le désert total. Les tambours sont relégués à Sainte-Marie, à Besaudin, personne ne les connaît. Francky Hubert et ses amis ont fait un disque, mais avec des moyens amateurs, et ils ont eu beaucoup de mérite d'ailleurs. Nous avons fait imprimer le premier disque de Belay qui existait, puisque c'était complètement oral, il n'y avait pas de traces. Sans cela, il y a des tournées théâtrales une fois par an pour les scolaires. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais en 4e au lycée Selcher, une fois par an, on nous emmenait voir Corneille, Bourracine, Le Cid, mais très mal joué et très aliénant. C'était la compagnie Jean Gosselin qui venait chaque année nous donner du théâtre. Alors pour nous, pour pas mal de gens, le théâtre c'est le classique, c'est Racine, c'est Shakespeare, c'est Corneille, c'est des trucs comme ça, et puis de temps en temps un peu de Feydeau ou de Courteline. Alors on nous emmenait voir du théâtre, et c'était Jean Gosselin qui donnait du théâtre pendant plus d'une vingtaine d'années au Foyalais, surtout au Foyalais pour Martiniquais, parce que lorsque tu sors du Gaumont, de Sainte-Anne, tu n'allais pas descendre si tu n'es pas scolaire, seulement qu'on emmène les scolaires. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore d'ouvrage vraiment écrit sur la peinture à la Martinique. L'action culturelle inexistante. De temps en temps, une initiative purement privée, comme celle d'Anka Bertrand, avec sa revue Parallèle, très très bien fichue, mais c'était des tentatives privées. Juillet 1971, l'avocat Marcel Manville décide d'organiser en Martinique une réunion politique pour traiter du départ massif des Antillais vers la métropole française. Il décide d'adjoindre à ce meeting une manifestation culturelle. Ça a débouché sur le premier festival culturel de Fort-de-France en 1971. Mais c'était un festival purement théâtral. Il n'y a eu que deux pièces de théâtre. L'exception et la règle de Bertolt Brecht et Homme rien comme. L'année d'après, ça a pris de l'ampleur. L'année d'après, il y a eu une tempête, non pas par Jean-Marie Serrault, mais par Yvan Nabéjoff. Et l'année d'après, 1789, le très beau spectacle d'Ariane Nouchkine. Alors là c'était quand même 40 comédiens, en plein air, au parc floral. Les Français baptisent avec le peuple de Paris et viennent en renfort avec des canons. On encercle la Bastille avec des canons. Seul on ne peut plus rien faire. Là, le 14 février 1789, le peuple de Paris a pris la Bastille. On a pris la Bastille, on a pris la Bastille. Un, c'était gratuit. Deux, les gens allaient. C'était un spectacle intéressant parce qu'il y avait plusieurs podiums. La Révolution française était reconstituée, mais sur plusieurs podiums en plein air. Et les gens allaient de podium en podium. C'était vraiment magnifique. Et là, les amis de la municipalité ont compris que ça devenait trop difficile pour eux. Parce que c'était monté chaque mois de juillet par les municipaux eux-mêmes. Il y avait le maire, bien sûr, qui choisissait les spectacles à Paris, Aimé Césaire qui faisait la programmation en réalité, Georges Balagnier, le régisseur, qui s'occupait des décors, mais aussi de l'accueil des troupes. Enfin, ça devenait un véritable boulot, quoi. Il fallait une structure. Cette structure a d'abord été un office, l'Office municipal d'action culturelle, l'OMDAC. Ça a duré un petit peu moins d'1 an parce qu'il n'y a plus de sous, je crois que c'était en novembre, il n'y avait plus de sous pour payer les gens et surtout pour faire fonctionner la machine. La formule de service qui permet d'intégrer l'action culturelle à l'action municipale dans son ensemble était intéressante. Les agents du service étaient tout simplement des fonctionnaires municipaux, les fonctionnaires territoriaux, jusqu'à présent d'ailleurs. Les amis du CERMAC sont les fonctionnaires territoriaux. Ils n'avaient plus la précarité des intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle n'existaient pas à l'époque. Alors c'était acrobatique pour payer les gens. Et même pour payer les troupes, c'était acrobatique. Camille Dancier et le docteur Aliquer ont fait pression sur moi pour que je leur crée un service dans le parc floral. Ils appelaient ça le parc floral. Pourquoi ? Parce que le parc floral et culturel, ce n'est jamais qu'une ancienne caserne de l'armée française qu'il a fallu que la mairie rachète à grands frais à l'armée française, à laquelle elle n'avait rien coûté, puisque les Français sont arrivés, clac, ils ont pris. Au départ, nous étions chargés
par le conseil municipal de 76 de former. Il y avait une double obligation. Une obligation de formation, c'est-à-dire de structurer des ateliers pour former les jeunes martiniquais, les moins jeunes d'ailleurs, dans des domaines artistiques précis, en commençant par la musique, la danse et le théâtre. Ça, c'était les 3 priorités. Et après, là-dessus, se sont greffées d'autres spécialités. Et puis, une fois par an, en juillet, continuer la tradition qui existait déjà du festival culturel, mais en y incluant les productions martiniquaises issues des ateliers ou bien issues de la création extérieure à la Martinique. Ça existait aussi. Hein. Il y avait le TPM, le Théâtre Populaire Martiniquais d'Henri Melon, ne procède pas du Cernac. Hein. Bon. Et c'était cette double mission qui nous avait été confiée. Alors on s'est attelé très vite à la tâche, mais d'abord, où faire cette action? Il fallait aménager le parc. Le parc floral avait été acheté par la mairie qui y avait organisé des floralies internationales avec des dames du club Soroptimiste. Très belle manifestation, mais à l'extérieur des bâtiments, dans le parc. Alors, ça avait au moins permis d'assainir le parc, de réaliser de belles plantations. Certains arbres sont toujours là, hein, et fleurs aussi, des bassins avec des nénuphars, etc., etc. Mais les bâtiments, eh ben, c'était l'ancienne caserne Gallieni. Alors, avec l'aide des services techniques municipaux, on a commencé à aménager des ateliers, 1 ou 2 bureaux, un bureau d'accueil pour les stagiaires au premier étage, et puis un minuscule bureau où je me suis installé avec une secrétaire. On n'avait que 2, une secrétaire et une jeune femme à l'accueil. Ah, ça nous a pris quelques mois, hein, ça. Mais enfin, on avait la rage au ventre, surtout la passion. Et avec l'aide des services municipaux, de M. Balanier en particulier, aménager l'atelier théâtre en premier, au rez-de-chaussée, aménager les 2 ateliers de danse traditionnelle avec Jean-Claude Lamorandière et danse contemporaine avec Jean-Claude Zadid. Et au fil des ans, les ateliers se sont multipliés. On a d'abord eu 500 ou 600 stagiaires. L'année d'après, on était à 1200, etc. Et le maximum qu'on a eu, c'est 3500 stagiaires dans les ateliers du Cernac. C'est une chance que la mairie ait acheté ce parc floral. Où est-ce qu'il est situé? Au milieu des principaux quartiers populaires de Fort-de-France. C'est idéalement placé, sans faire exprès, on s'est retrouvé idéalement placé au cœur des quartiers populaires. Et tout le monde pouvait venir dans les ateliers, même à pied, hein, venir à pied, Tronel-Citron, bon, la descente, ça va. L'Ermitage, il suffit de traverser la rivière, rive droite, le Vassor, c'est la même chose. Quant au Terre-Saint-Ville, c'est carrément de plein pied. Christian Emmanuel n'a jamais eu beaucoup de chemin à faire pour aller à l'atelier d'Os Contemporaine. Où elle était élève d'abord, hein. C'était des stagiaires, hein, toutes ces filles-là. D'abord stagiaires, puis ensuite animatrices. On a eu jusqu'à 11 ateliers. L'atelier poterie céramique. Un peu après, René Louise, docteur en art plastique, recruté sur le tard, mais qui nous a monté un formidable atelier dessin-peinture, et l'atelier de sérigraphie de Luc Marlin. Un atelier vannerie, très important pour nous, par rapport au monde des essais, puis ça faisait partie de notre tentative de sauvegarder les cultures populaires. L'atelier tradition populaire de Josie Michalon, qui elle aussi est arrivée après, dans un deuxième temps. Bref, jusqu'à 12 ateliers. L'atelier audiovisuel, cher à mon cœur, parce que je l'ai animé tant que je suis resté au Cernac. Et un atelier qui était extrêmement important à mes yeux, mais qui n'a pas perduré après, à la mort de son fondateur, Gilbert Bazabas, l'atelier Bernard Bazabas, pardon, l'atelier énergie renouvelable. Ça, c'était très important. Déjà, à l'époque, on se préoccupait des énergies. Personne n'en parlait. Hein. Il y avait 2 choses, un peu extérieures au Cernac, mais qui étaient dans les mêmes bâtiments. Un aquarium tropical, ouais, et la galerie de géologie, chère à Madeleine de Grand-Maison, où il y avait un herbier fantastique, toutes les plantes tropicales, mais aussi une machine à couper des pierres et tout, et c'était fait par Madame de Grand-Maison, était professeure de sciences naturelles,
Et c'était fait de façon extrêmement scientifique, hein, très haute valeur scientifique. Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette galerie du Roli. J'espère que les pièces sont encore là, que les pièces ont été sauvegardées, l'herbier en particulier qui était assez fragile. Mais ça faisait partie, ces deux, l'aquarium et la galerie de géologie, faisaient partie des visites possibles pour les extérieurs au Cermak qui déambulaient dans les allées. Et l'accès, évidemment, était gratuit. Et dans les ateliers, alors là, il n'y a pas de domaine où on ne puisse pas trouver un ancien stagiaire du Cermak. Je pense à, je ne sais pas moi, au théâtre, José Alpha, Élie Pénon, il y en a d'autres, Roger Robinel, bref, plusieurs comédiens martiniquais d'importance sont issus de l'atelier théâtre. Césaire a décidé, après avoir monté le Cermak, qui est à Fort-de-France, au Parc Floral, Césaire avait lancé en disant qu'il fallait que dans les quartiers, et mettre des petits Cermak. Il n'y avait pratiquement pas de budget, on était des animateurs au menu, mais Césaire avait lancé une phrase qui était « l'heure de nous-mêmes a sonné ». Et depuis ce jour, lorsqu'il a lancé cette phrase, on savait qu'il fallait se retourner à nous-mêmes. Et ce retour, c'était retour à la culture, parce que c'est des centres culturels. Alors il fallait trouver quoi faire. Et avec le Cermak, il y avait tous les animateurs qui étaient aussi des techniciens. Et on devait, nous, les animateurs qui arrivaient sur les lieux, descendre le matin, entre 10h et midi, se former à la technique du théâtre. J'ai découvert le théâtre, la céramique, peinture, photo, tout ce qui s'ensuit. Et on pouvait retourner après dans nos quartiers le soir et porter un peu ce qu'on avait acquis pendant la journée, pendant tout le temps. Le matin, c'était une formation comme ça. On trouvait des connaissances et après on reportait ces connaissances dans les quartiers. Sans tout cela faire un Cermak dans les quartiers. L'animateur en place, il faisait rôle de conseiller municipal, conseiller de tout. Tu étais, quelle que soit l'heure, le temps qu'il se passait quelque chose à Volga-Plage, tu devais être sous le terrain, minuit, 2h du matin, tu es sur le terrain, c'est la seule personne qu'on demande quelque chose, c'est l'animateur en place, c'est lui qu'on voit tout le temps qui, alors tu étais devenu conseiller municipal, tout ce que tu veux, et responsable de loisirs, responsable de fêtes, tout. Tu étais vraiment le personnel central du quartier. Et dans ces conditions-là, assez difficiles, et même matériellement, ils arrivaient quand même à monter des spectacles, et en particulier, pendant le mois de juillet, à implanter des spectacles très importants dans les centres culturels de quartier. À Trenel, il y a eu Hamlet, par exemple, au centre culturel de Trenel. Nous-mêmes, on a monté des spectacles multi-ateliers dans les quartiers populaires. Dans la carrière de Citron, la tragédie du roi Christophe, avec Ousmane Seck dans leur rôle titre, c'était fabuleux. 6 mois de répétition, pendant 6 mois, alors vers 17-18 heures, à la sortie de l'école, tous les petits garçons de Trenel venaient assister aux répétitions. Alors nous, on montait du parc avec les costumes et tout, et pendant 6 mois, ils connaissaient la pièce par cœur, si bien qu'ils finissaient par la commenter. Imo, quand Ousmane mourait. Bref, ne serait-ce que répéter, puis monter la pièce et la jouer 1 semaine dans la carrière de Citron, ne serait-ce que ça, c'était de l'action culturelle, puisque ça durait 6 mois. Donc ça ouvrait les esprits et les cœurs des jeunes et des moins jeunes des quartiers, parce qu'il y avait aussi des vieux monsieur, des retraités, qui regardaient et qui apprenaient, qui prenaient contact avec la langue césarienne. Sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte. Women of Calabash à Sainte-Thérèse, je me souviens encore de ces femmes jamaïcaines et Jamaican folk singers. On avait beaucoup d'amis en Jamaïque, c'était l'époque de Michael Manley. Bref, on n'a jamais méprisé les quartiers, au contraire. Il y a même eu des créations. Mehmet Ulusoy a créé le cercle grec caucasien à Dilan, dans le pit de Dilan.
Le CERMAC avec la municipalité en place avait décidé que les spectacles de qualité devaient être présentés dans les quartiers. Mais on n'avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de salle, très peu de salles, ça se jouait à l'extérieur, dans des salles un peu... Mais j'ai des pièces de théâtre à Volga-Plage, j'ai vu le théâtre de la Courneuve qui est venu jouer à Volga-Plage, Souffle, qui est une pièce de danse moderne écrite par Zadit Jean-Claude, qui était responsable de l'atelier danse moderne du CERMAC, avec comme complicité de musique Minos Inélu, qui était le percussionniste de Miles Davis et Weather Report, qui a fait la musique, qui était là à Volga-Plage, faire monter, jouer falfouette, en ce temps-là du jazz à Volga-Plage avec tout le monde. Et Sol Wolf aussi en 78 et qui a joué et au Citron et sur le stade d'handball avec toute la population dans le temps de Citron qui regardait Sol Wolf, nous sommes en 78, alors ça avec le jazz aussi à Citron avec Sardabi qui a joué du jazz au Citron, Toto Bicente dans les quartiers, Corridon et Redoute. Pour voir encore dans les quartiers, il y avait Cito Cavé qui jouait tout le temps et à Dillon. Alors, et la population de tous ces quartiers qui pouvaient pas descendre au parc, s'ils ne venaient pas à la Gardère est à 3, ah ben, tous ces gens-là ont vu Aria Mouchkine, ils ont vu des grands metteurs en scène, Marc Vial, qui était ici. J'ai eu un ami qui était au CERMAC, c'était un ami, il était animateur de banlieue, c'était Marius Gautin. Un jour, j'étais au CERMAC, il m'a dit, Alain, Stig Biko est mort. Stig Biko, qui était un combattant sud-africain, 90% des gens, personne n'a entendu parler de Stig Biko. Bon, eh bien, nous avons fait un hommage, mais à Citron, avec Stig Biko, mais sur le terrain de hand de Citron, avec la population de Citron qui découvre Stig Biko. Mais pendant 15 jours avant cette manifestation, nous avons pris un haut-parleur branché sur une voiture et pendant tous les jours, on passait dans le quartier, parler de ce spectacle de Stig Biko, pourquoi Stig Biko, qui Mandela, toute l'Afrique du Sud dans les Stig Biko pendant 15 jours pour pouvoir faire connaître les gens Stig Biko et pourquoi on fait cette manifestation. Alors, lorsque la population est venue nous voir, mais c'était un Stig Biko très pertinent à travers du damier avec le bellet et un joueur de damier. C'était un mec de Volga qui est descendu à Citron, c'était Rosine, il est mort, et nous avons monté un spectacle en hommage à Stig Biko. La grande force de cet appareil, c'est qu'il a été un instrument, un outil de régulation sociale. Et il a permis à chacun, en renouant avec ses ressources d'éveil, de se dire dans son humanité. Et je n'exagère pas. Dire le monde avec un regard éduqué à sa propre réalité, c'est une démarche. C'est une démarche qui n'est toujours pas aboutie, mais c'est une démarche. Je voyais bien du haut de mon bureau cette espèce de bouillonnement des artistes, Joby Bernabé, assis là, Mona, assis sur un banc, enfin bref, ça bouillonnait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas monter chaque année un spectacle multi-atelier, spectacle donc pluridisciplinaire, qui marierait la danse, le théâtre, le dessin et la peinture pour les décors, les costumes, etc., etc.
Et ça a marché. Je me souviens très bien du premier spectacle pluridisciplinaire. Ça s'appelait, un peu naïvement, Soleil Noir. Il y avait 95 personnes sur la scène. C'était assez magnifique. Et au cours de ces spectacles-là, il y a eu des tas de révélations. Carole Alexis, par exemple, cette danseuse chabine assez étonnante qui a fait carrière aux États-Unis, c'était une des vedettes de Soleil Noir. Elle avait 15 ans. Jouer dans un festival, c'est pas rien pour un stagiaire. Participer à un festival, c'est là qu'on prend conscience qu'on n'est pas là pour rien, quoi. Il y a forcément quelque chose qui doit sortir de cette histoire-là. Tout était à faire. Et jusqu'ici, je préfère parler d'émergence d'un théâtre caribéen plutôt que les choses sont en train d'être posées. Nous avançons à petits pas. Et je reprends les mots d'Aimé Césaire, ce qu'il fait dire au roi Christophe dans la célèbre pièce La tragédie du roi Christophe. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. Il s'agissait de partir de nous-mêmes. C'était pas venir au festival pour jouer et puis foutre le camp après. C'était une occasion aussi de rencontrer les autres, d'organiser des ateliers ensemble. Fort-de-France était devenu un grand carrefour pour donner naissance en tout cas à un théâtre caribéen. En tout cas trouver notre souffle, nos pistes, à partir bien sûr tout en tenant compte de nos différences et aussi de nos spécificités. Dès le départ, on s'est dit que derrière tout ça, il y avait une politique culturelle, en tout cas, caribéenne. Il fallait, à partir de ce festival, chercher de nouvelles voies, de nouvelles pistes au théâtre caribéen. Et ça ne pouvait se faire qu'à partir d'échanges entre ces groupes qui venaient de part et d'autre, tant de la Guyane, de la Guadeloupe, de Jamaïque, et de Belgique, de France, en tout cas des échanges. Sur un mode d'un très ouvert, très fraternel, on s'est dit bon, on va faire du bon travail. Puis ça a commencé ainsi et bon, je crois que ça a bien duré 7, 8 ans. 10 ans. Comme ça, 10 ans. En tout cas, dans ce sens, dans cet élan. Quand on était militant, on construisait quelque chose, on s'éclatait dans un volcan. Le soir, il fallait répéter le spectacle, un petit atelier, 11h30 à 11h30 du soir, minuit des fois, répétition. Et après, les jeunes stagiaires qui n'avaient pas, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de taxi à cette heure-là. Il fallait les ramener en voiture, chacun prenait sa voiture personnelle, raccompagnait les stagiaires. Enfin bref, c'était une atmosphère extrêmement fraternelle, amicale et créative. Défendre nos valeurs, défendre notre patrimoine, défendre... c'est ça, c'est défendre sa nouillée, quoi, notre identité. Et puis c'était du militantisme. Hein. C'est-à-dire que quand je travaillais au CERMAC, le matin à 8h, on était dans l'atelier de M. Bananier, la régie, on réalisait des décors de costumes, masques et tout ça. À 10h, on était au cours. À 15h, on terminait le cours. On mangeait rapidement, je retournais à l'atelier pour continuer à travailler. À 19h, j'entrais au théâtre avec les objets que j'avais réalisés, les masques et costumes, pour que mes maîtres puissent travailler avec la rigueur du professionnel. C'est-à-dire à 19h, il faut être là à 19h05. On ferme la porte et puis on travaille. Il est 11h minuit, nous sommes là. Souvent, il rate sa vedette. Puisqu'il a été à l'hôtel aux Trois-Îlets, mais je suis obligé de l'amener en voiture. On ne comptait pas les heures. C'était vraiment du militantisme culturel. Et puis, en même temps, avec la rigueur du travail des professionnels.
Nous croyions vraiment à tout. Tout était possible. Le service municipal d'action culturelle qui accueillait nos élans, notre jeunesse, nos idées les plus folles quant au changement de l'homme martiniquais, eh bien, c'était pour nous une étape fondamentale de la vie même du pays. Chaque festival était marqué par une thématique forte et faisait appel à des personnalités de la diaspora, généralement de la diaspora noire, qui nous remettaient en phase avec nous-mêmes. C'était dans l'air du temps. Toutes les luttes anticoloniales, la veuve de Jean-Marie Tjibaou, qui est venue ici, la femme de Martin Luther King également, ça c'était quelques années auparavant. Bref, nous avons accompagné toutes ces luttes, soit anticoloniales, soit plus largement les luttes de la diaspora, des fois de manière plus soft, il y a eu un festival dédié au peuple noir d'Amérique latine, avec énormément de noirs brésiliens, de noirs péruviens, le ballet, très beau ballet, Pérou Negro. Et ça marchait, de toute façon, ça a toujours fonctionné. Et encore une fois, à une époque où les gens de ce côté-là étaient relativement frileux. Mais ça a marché. Un des plus beaux, alors, après, bon, ça paraissait plus évident. À la libération de Mandela, on a fait un festival en juillet, ça s'est passé en mai, je crois qu'il était sur la place du Trocadéro avec sa femme Winnie, reçue par Mitterrand et tout. En juillet, on a fait une affiche formidable, on a fait un festival Eya Mandela, en l'honneur de Mandela. Ça, c'était l'ère du temps. Le tout premier festival était dédié à la lutte du peuple vietnamien. Et oui, c'est pour ça qu'à l'époque, on a baptisé le rond-point qui est en face de Réfo, là, rond-point du Vietnam héroïque. C'était pas pour rien. Le Vietnam était en train de lutter pour sa libération. Il y a eu un festival dédié à la lutte du peuple afro-américain, Afro-American Struggle for Life. I can't stand alone. And without you, I'm like a stone wall. I have no feelings at all. C'est grâce à ces premiers festivals que nous nous sommes reconnus dans les œuvres d'auteurs noirs américains, les créations d'auteurs africains, et puis aussi la Caraïbe. Curieusement, nous n'étions pas si proches que cela, nous connaissions assez mal les auteurs de la Caraïbe. Le premier souvenir que j'ai, le plus marquant, ce sont les troupes haïtiennes qui sont venus avec Sito Kavé. Et tout ça, ça a fait éclore une espèce de prise de conscience. D'abord que la Caraïbe existait. D'abord que Haïti existait. Et le fait de savoir que ça existait, il y a eu une espèce de miracle qui a fait que la Martinique a démarré et nous avons commencé quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que il y avait de l'invention. Hein? On n'était pas des assistés, on prenait notre autonomie cérébrale, si j'ose dire. Par exemple, quand Madame Nouchkine est venue avec 1789, qui était un spectacle fantastique, formidable,
Eh bien, il y avait un gros problème de décor. Mais là, le bon sens a joué tout de suite. On a dit, bon, on fait des photos, etc. Et puis on refait ici. Tout ce qui a été fait, c'était trop lourd pour être transporté, c'était énorme. Eh bien, on a pris une équipe municipale, 5 ou 6 menuisiers, et puis on s'est mis dessus. Elle était ravie, on n'a pas trahi son truc, etc. De même que sur tous les autres plans, on inventait chaque jour. Le CERMAC, c'était une invention par jour. Au départ, j'avais quelques tambours. Pas beaucoup. Donc puisque Césaire m'avait bien dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais il voulait qu'on s'investisse. Il voulait que nous, ceux qu'il avait appelés, puissent comprendre comprendre la mission à laquelle il nous appelait. Comprendre la mission et donc maintenant collaborer. Et il nous l'a fait comprendre, il nous l'a fait bien sentir, quoi. Et donc, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Je demandais, il n'y a pas assez de tambours. Puis on a fait des rondelles de bois. Voilà, donc chacun avait son rond contreplaqué entre les jambes pour commencer à travailler comme ça. On a commencé avec des ronds de bois. Ouais. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il y a des générations qui ont travaillé avec ça et voilà, qui sont arrivés à leur fin. Et puis, donc il y avait les ronds de bois. Quand je vais voir M. Césaire, je dis, M. Césaire, je souhaitais avoir un percussionniste avec moi, je souhaitais avoir quelqu'un qui parle le tibois. Parce que pour travailler le tambour, il faut qu'il y ait quelqu'un au tibois. Il me dit, mais Varas, je n'ai pas l'argent pour embaucher quelqu'un d'autre. Donc, chercher, inventer. Tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours en bas ciel là. Tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours en bas ciel là. Alors je me retrouve dans mon atelier en face des élèves. Et bon, j'ai la chance d'être batteur. Alors, je vais prendre le tambour, je vais présenter mes exercices aux élèves et je vais faire le tibois avec mes pieds. Je présente l'exercice comme ça. Il fallait inventer, il fallait s'adapter, il fallait créer. Mais l'important, c'est qu'il fallait arriver. On avait un projet, il fallait y arriver à tout prix. La vidéo n'existe pas, hein. Même le VHS n'existe pas à l'époque. Donc, 2 supports. Le Super 8, qui était, le format familial, et le 16 mm, qui avait un défaut, il fallait envoyer les bobines au développement en France. FR3 avait un labo, mais c'était un labo réservé, bien sûr, à ces images. Alors, on filmait à l'aveugle, et on portait des valises au pont de Saint-Cloud, à LTC. Et alors, le problème, c'est moi qui me chargeais de cette tâche-là, c'est que les valises, on ne savait pas si la chaleur, parce que l'ennemi du 16 mm, c'est la chaleur. On n'avait pas bleui nos prises de vue, on filmait à l'aveugle. Et c'est à l'étalonnage, en arrivant au pont de Saint-Cloud, on développait un petit bout, je demandais aux gens du labo de développer un petit bout de chaque bobine, et ils nous disaient, bon, c'est bon. Alors effectivement, on prenait un soin jaloux pour l'étalonnage et pour les prises de vue. On savait très bien que c'était du travail sans filet. En revanche, sur un triple écran, 3 images fixes, en fondu enchaîné, avec un procédé qui était utilisé à la géode. Quand ils ont créé la géode, il y avait des diaporamas. On arrivait à des résultats intéressants avec ça. Et surtout, c'était purement local. Hein. C'était jamais que des diapos juxtaposés et montés sur une bande magnétique où il y avait le commentaire et la musique. C'était le cinéma du pauvre, mais ça a marché très fort, en particulier dans les campagnes électorales. Alors là, parce qu'on pouvait coller à la réalité. C'était un appareil photo et puis des diapos, c'est rien, pas coûteux, très rapide et un effet magique parce que la surface d'écran était très, très étendue. Il y a eu un consul américain, un consul noir afro-américain sous Jimmy Carter, et il nous avait payé un voyage circulaire aux États-Unis à la rencontre de jazzmen, de danseurs noirs et tout. Alors on avait fait un film modeste pendant une demi-heure qui s'appelait Black America. Oui, ça je me souviens. Mais là c'était un carnet de voyage, un carnet de voyage.
Oh, puis on a même fait des exercices de fiction. Eugène Palsier a été dans cet atelier, hein, et son premier film, c'est pas Larry Castègre, c'est L'Atelier du Diable. Bon, évidemment, c'est un film en noir et blanc, 16 mm. Alors lui aussi, j'espère qu'il n'est pas perdu. Mais en fait, c'était un essai, ça a duré un quart d'heure. Ça nous a permis de sensibiliser énormément de gens à ce support. Et ces films, j'espère, ne sont pas perdus. J'espère qu'ils sont à l'INA. Enfin, l'avenir nous le dira. Mais en quittant l'atelier audiovisuel en 1998, j'ai tout laissé bien étiqueté, bien rangé. La revue Contact. Donc, ça sortait chaque année. C'était un petit peu une évaluation chaque année de ce qui avait été fait dans l'année. Et c'était utile parce que on avait à la fois le festival à analyser. Et il y avait la vie des ateliers où on disait ce qui se passait dans les ateliers. Et aussi dans les centres culturels périphériques. Dans nos ateliers et dans nos centres culturels de quartier, nous montions des productions, le plus souvent sous forme de spectacles, mais aussi d'expositions. Et on a voulu, à un moment, les exporter. À la fois pour montrer à la face du monde, c'est un peu prétentieux, mais enfin, c'était la vérité, ce dont le peuple martiniquais était capable de réaliser, mais aussi pour échanger. Au cours de ces voyages, nous imposions, enfin, c'est une manière de parler, notre vision culturelle. En tout cas, la créativité des jeunes martiniquais. La première initiative venait de nous. Les Jamaïcains, on les a invités très souvent, et il est évident que quand il y a eu la première Carifesta en Jamaïque, nous nous sommes portés candidats, on a réussi à se faire payer les billets par la municipalité, mais une fois arrivé, tout était pris en charge par la puissance invitante, en l'occurrence la Jamaïque. On a refait la même chose avec la Carifesta de Barbade, qui s'est tenue quelques années après, et puis à chaque fois, ça creusait un déficit terrible, manifestement, dans le budget de ces pays-là. Et depuis celle de Barbade, la Carifesta n'a pas été reconduite. Mais nous avons monté une opération similaire au Québec à l'occasion de des rencontres francophones qui étaient organisées chaque année par M. Lévesque. On a joué Soleil Noir à Dakar, la même chose. Ça, c'était facile parce qu'on avait invité plusieurs fois les Sénégalais et eux nous ont invités en échange au Théâtre National de Dakar, au Théâtre Daniel Sorano, où nous avons joué Soleil Noir et La Grève. Je me souviens très bien de ce voyage. Une autre opération encore, la Guyane, ça c'était plus proche, la Guadeloupe plusieurs fois. Où est-ce qu'on a été encore? Au Festival d'Angoulême. Christian Moussel, organisateur du Festival d'Angoulême, le patron du Festival d'Angoulême, s'était entiché du Stillman de Guy Louiset. Et aussi, on avait réussi à imposer Pacatak. Pacatak, c'est le premier groupe de Dédé Saint-Prix. Parce que Dédé Saint-Prix, grand joueur de flûte traditionnelle, où est-ce qu'il a appris la flûte traditionnelle? Il jouait du saxo alto avant. C'était un instituteur, Dédé Saint-Prix, amateur de saxo alto. Et puis il a découvert la flûte traditionnelle dans l'atelier flûte traditionnelle de Max Silla au parc culturel, dans l'atelier du CERMAC. C'est là qu'il a appris à jouer de la flûte traditionnelle. Et il est venu, avec son groupe Pacatak, il est venu au Festival d'Angoulême. Nous sommes partis avec l'atelier Grand Monde au festival un peu partout, en Haïti, et en France, à Mâcon, festival à Mâcon, en Haïti, en Guadeloupe, et en Guyane. On a tourné un peu partout avec ce théâtre Grand Monde. J'en ai fait pendant 10 ans avec eux, ce travail-là. J'écrivais et je jouais aussi avec eux. J'ai écrit beaucoup de pièces et j'ai adapté énormément de pièces pour le théâtre Grand Monde. Pendant 1 an, Suzy Maneri a été en Inde pour suivre, pour devenir ce qu'on appelle une danseuse sacrée de Bharatanatyam. Il faut des grades, etc., etc. Et comment elle s'appelle? Josie Michalon a été au Bénin
pour travailler sur le Kajia, qui est une danse qui ressemble au Lajia. Elle a fait ça en profondeur. Et qu'il y a eu encore, je me souviens très bien de deux jeunes, Marlène Zecler et Michel Briand-Plaisir, au centre de danse qui est avenue d'Alésia, à Paris. Bon, c'était moins loin ça, mais enfin, elles sont restées 1 an, elles ont beaucoup travaillé. Alors, Christiane Emmanuel a été une enfant des Terre-Saint-Ville, a été à Cuba. Cette nécessité d'être confronté à des publics différents pour évoluer. Les artistes qui pratiquent le théâtre, qui pratiquent la danse, qui pratiquent la musique ou notre discipline, hein, ils ont besoin d'être confrontés. Et quand je dis confrontés, au sens noble du terme, c'est-à-dire faire face à, entrer en dialogue avec, mais surtout confronter. Qui j'ai devant moi? Et quelle que soit la langue qu'il parle, celui qui est en face de moi, quelle que soit son histoire, ce que j'ai à proposer provoque chez lui cette chose merveilleuse qui est l'écoute. Et l'écoute est le début de l'entrée en dialogue. Et je crois que nous sommes allés à Carifesta, effectivement, on a les langues, hein? Toute la richesse, toute cette richesse de la Caraïbe, l'espagnol, l'anglais, le créole, les créoles, hein? Et le français. Alors, tout brassage qui dit bien notre diversité et qui dit bien à quel point poser sa différence permet de mieux accepter l'autre et de mieux entrer en contact avec l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons forcément quelque chose à partager. Si nous sommes différents, nous partageons une vision du monde, nous partageons une vision de l'homme caribéen. Ces voyages nous ont permis à la fois d'exporter nos productions, mais en plus de conforter notre créativité. Et il y a eu une période où effectivement, mon Dieu, les pièces, les ballets, les expositions, le groupe Totem, cher à René Louise et à Cataillé, et se sont imposés. Patricia Donatien aussi, qui faisait partie du groupe Totem. Eux, ils ont exposé aux États-Unis. Bref, je crois qu'il y a eu un espèce d'âge d'or où la culture martiniquaise a réussi à s'exporter, ce qui prouve que c'est possible. Bon, maintenant... En 87, je pars au festival Rythme du Monde au Québec. Et quand j'arrive au Canada, je prends un journal, je prends un quotidien pour voir ce qui se passe. Et dans le journal, on parle des spectacles. Il y avait des Martiniquais, il y avait Marseille, etc. Et on parle d'une rencontre qui s'est faite entre percussionnistes de plusieurs pays, Afrique, etc., et de Martinique. Et je lis dans le journal que le percussionniste qui a été le plus remarqué, c'était un Martiniquais qui s'appelle Jojo Canut, celui que j'avais formé. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de... Voilà. J'ai été ému, je me suis dit, mais comme quoi, ça a marché. Césaire avait raison. Il fallait trouver le moyen de faire avancer les choses, il fallait créer, il fallait inventer, il fallait... Voilà. Et nous sommes intelligents. Moi, je crois que les Martiniquais sont des gens intelligents. On sait faire tout avec rien. Quand ça nous est imposé, eh ben, il faut le faire, quoi. Quand je vois que après des siècles d'esclavage, ben, le tambourier romain, il a pris son tambour, il a frappé et ça a déclenché une révolte et voilà. Le lendemain, les esclaves étaient libérés, ils s'étaient libérés. D'accord? Donc voilà, moi je crois qu'on peut tout faire. On peut tout faire. À cette époque-là, on avait un espoir formidable parce que le CERMAC avait une avancée absolument fulgurante. Il y avait un enthousiasme, une espèce de joie qui contaminait tout le monde, y compris dans les quartiers. On y croyait, on croyait que c'était gagné, puis que ça allait contaminer tout le monde, y compris d'autres secteurs, comme l'économie, comme la production agricole, comme l'envie de vivre ensemble, l'urbanisme, la modification des quartiers, qui avait un peu commencé, mais on croyait que c'était gagné, quoi.
Alors ce plan humain, c'est-à-dire que les jeunes que j'ai connus et que j'ai encadrés, que j'ai connus, qui avaient 12 ans et 13 ans, 15 ans, 16 ans, que j'ai rencontrés dans le temps qui venaient au CERMAC, qui sont devenus maintenant des hommes, 40 ans après, 34 ans après, eh bien, ils ont changé, même au niveau de la réflexion, ils ont énormément changé. Ça m'a permis d'être à l'aise en public, d'aller vers les gens. Pour moi, enfin, le fait de prendre la parole, ce qui est un peu mon travail, je suis enseignant-chercheur, être debout face à des dizaines, parfois des centaines d'étudiants, participer à des colloques, toute cette aisance, pour moi, elle est directement liée à cette expérience du CERMAC. Mais c'est l'expérience que j'aurais pu avoir dans n'importe quel cours de théâtre en France. Je pense que le plus, ce que le CERMAC a pu m'apporter en plus, c'est le fait d'être à l'aise dans un contexte qui n'était pas nécessairement le mien. Le contexte n'était pas celui dans lequel j'étais au départ. Le fait d'avoir ce système de valeurs, de références qui était autre, d'avoir le sentiment que tout en n'ayant pas nécessairement joué les auteurs les plus canoniques, mais d'avoir eu pour modèle des auteurs antillais, ça a eu un impact fort, sur la fierté, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et moi j'ai le sentiment que c'est des choses qui peuvent parfois manquer à des jeunes, je dis pas ça de manière systématique, mais en tout cas voilà, j'ai le sentiment que ça posait un certain nombre de choses et ça permettait d'être davantage à l'aise. J'ai appris énormément de choses, je me suis formé grâce au CERMAC. Ce bilan, pour moi, c'est un bilan positif pour avoir rencontré énormément de l'art extérieur qui est venu chez moi. Savoir les peintures, les expositions, les grands peintres que j'ai connus, aussi américains, et Amérique latine, africains et européens, eh bien, lorsque pendant une vingtaine d'années et tous les ans, tu es enrobé de tout ça avec les contacts, eh bien, tu t'enrichis, tu deviens riche. Je pense que c'est un peu éparpillé, contrairement aux années 80, 90, 70 par là, où tout était concentré, donc il y avait une espèce de cohérence, où tout le monde, puis il y avait un échange. Ça veut dire, on n'était pas là pour je fais. C'était nous faisons, nous qu'a fait. Et ça, Raïchen Didaï Blanc, le CERMAC apportait ce truc-là. Le bon sens fonctionnait. Maintenant, il ne fonctionne plus. Et si vous interrogez les autres responsables de tous les ateliers, chacun a une anecdote là-dessus. Chaque jour, il y avait une invention, dans une espèce d'euphorie. Hein? Attention, on n'est pas dans les bisounours, là. Hein? C'était vraiment quelque chose. Hein? Ça m'est arrivé à un moment donné, comme si c'était une omelette. Ça a gonflé, c'est monté, ou bien, puis c'est monté, puis subitement, c'est redescendu jusqu'à ce que... Je ne dis pas que nous sommes dans un désert comme avant, mais le truc, avant, le combat culturel de Césaire était fait pour agir, on agissait. Maintenant, on n'agit plus, on a l'impression que nous sommes devenus amorphes, nous, en bas de l'eau, et ce qu'on fait, on consomme. Avant, c'était fait pour agir, mais on n'agit plus. Alors, on consomme. Alors, toute cette velléité de résistance et de création, a disparu comme une fumée de cigarette. On n'est pas bien, hein. On n'est pas bien parce que cette espèce d'explosion magnifique est retombée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il fallait trouver les raisons, il fallait faire une analyse, il fallait faire tout un travail là-dessus, avec des psychologues et des psychiatres, pour savoir ce qui s'est passé. Il fallait aussi des économistes et des politiques, parce qu'il y a un énorme problème politique. Maintenant, il n'y a plus d'invention, il n'y a plus d'agir, il n'y a que des spéculations. Voilà. Des spéculations qui, une fois sur dix, n'aboutissent pas, bien, aboutissent à des choses qui sont parfaitement inadaptées. Il est malheureusement très rare aujourd'hui, avec
tout ce qu'on a comme capacité, comme possibilité d'analyse, possibilité d'aller voir, possibilité de comprendre, possibilité d'interpréter et de traduire. Et bien, avec tout ça, on accouche de choses qui sont médiocres. Ah, voilà un mot très important. La médiocrité. Et si je reviens sur le CERMAC avait banni la médiocrité. Spontanément. Je sais pas d'où ça venait, mais c'était banni. Chaque fois qu'on proposait une solution, il prenait la plus ambitieuse, la meilleure. Même si c'était avec des bouts de ficelle. Il n'y a pas beaucoup d'argent, hein. Et il y a toujours une troisième voie. Il y a toujours une troisième solution. Et c'est ça que nous devrions chercher dans ce pays. La troisième voie qu'il y a toujours dans le fond du cerveau. Surtout quand ce cerveau n'est pas seul. Il faut jamais laisser les spécialistes seuls, quelle que soit leur capacité. Il faut mélanger les connaissances, les points de vue. Et quelquefois, il y a des éclairs de rien du tout qui changent tout. Et quelquefois, l'éclair vient de non-spécialistes. Il faut arrêter de ne pas utiliser la confiance en soi et la possibilité de faire pour améliorer quoi? Améliorer le vivre ensemble dans un pays donné, à un moment donné, parce qu'il faut utiliser les technologies non nuisibles, hein, il faut les choisir, hein, qui sont à notre disposition, mais pas n'importe lesquelles, pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment. Bon, alors, il y a une potentialité absolument extraordinaire, là, maintenant. Mais nous sommes au fond du trou. Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce qu'on va rester au fond du trou? Et là, il n'y a aucune chance d'en sortir. Ou bien on va se dire, bon, nous sommes déjà arrivés assez bas, on va redémarrer, hein, en inventant une façon de vivre dans un climat tropical humide avec l'histoire que ce pays a. Quand je dis ce pays, c'est toute la Caraïbe. Hein. L'histoire du pays, les traditions, la mémoire des traditions, c'est extrêmement important. Le CERMAC a travaillé pendant 20 ans là-dessus. Hein. Maintenant, ça marche moins bien, malheureusement. Et en plus, on a perdu toutes les pellicules, toutes les traces. C'est insupportable. Bon, alors, repartir, mais pas pour aller n'importe où. Ni partir de n'importe quelle compétition. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes dans une recherche de soi-même. Nous sommes dans une recherche, comme disait, je crois que c'est Glissant qui a dit ça. Glissant dit, nous sommes dans une recherche de relations. Parce que rien ne fonctionne. Si on continue comme ça, ça ne va pas fonctionner. Il disait souvent que la démocratie ne peut plus fonctionner. Bon. Et il fallait la remplacer par la relation. Eh bien, nous sommes bien placés, et pas mal de gens le voient, pas mal de gens le disent. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais on ne les écoute pas. Il faut refonder une nouvelle relation, d'abord entre nous, hein, et une nouvelle relation avec le reste du monde. Et ne pas prendre la mondialisation comme un truc qui nous tombe dessus et qui va nous ratatiner. Au contraire, il faut s'asseoir sur cette possibilité mondiale, mais en étant debout dessus. Pas en étant caché en dessous, en train de prendre des coups, avec un petit gâteau comme dessert, quelques caisses de champagne et quelques voitures neuves. Faut finir avec ça. Si on ne comprend pas ça, de toute façon, c'est pas difficile. On va disparaître en tant que groupe. Césaire a dit, nous allons vers un génocide par substitution. Mais il faut ajouter que nous sommes complices de ce génocide. C'est pas mal ça. Voilà un génocide où nous sommes complices, nous-mêmes. Alors, la chance que nous avons, c'est que si nous sommes complices nous-mêmes, nous pouvons peut-être renverser la vapeur. C'est pas forcément très difficile. C'est simplement provoquer le miracle qui va se prolonger tout seul. Ce miracle, c'est d'être soi-même, de refuser. Dans la vie, il y a des choix.
je ne sais pas trop qui disait ça, il y a des choix, mais aussi des refus. Ça va avec. Des choix et des refus. Bon. À nous de réfléchir et de dire, bon, t'as un manque à prendre, t'as un manque pas à prendre, t'as un manque à modifier, et puis inventer une façon de vivre. On a une chance extraordinaire. La Caraïbe, c'est une chance formidable. Et pourquoi pas inventer la Caraïbe? C'est pas une façon de parler. Alors, arrêtons avec les discours. C'est pas un slogan, c'est pas une affiche, c'est pas un effet d'annonce. Il faut vraiment travailler dessus. Comme le CERMAC, c'était un départ. Eh bien, il faut peut-être qu'il reste encore une chance de refaire encore un départ. Et cette fois, de profiter des erreurs qui ont été faites, soit des erreurs volontaires, soit des erreurs provoquées, pour des raisons variées, analyser toutes ces raisons-là, et puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on continue à consommer, à faire n'importe quoi, on pousse des caddies. Ou bien alors, on fait pousser ce qu'il faut. On peut encore le faire. Peut-être. D'artistes qui sont partis là-bas en France en général, et je crois que le retour c'est une bonne chose, et pour eux et pour nous. Et parce que je suis persuadé, je crois très fermement que la culture a besoin d'échanges. La culture a besoin de deux choses, des racines, mais en même temps l'échange. Connaître, savoir ce que font les autres, pour pouvoir enrichir soi-même son propre patrimoine. Parce que la culture, ça ne consiste pas simplement à reproduire le passé, il faut enrichir notre patrimoine.